ou les autres. Est-ce que vous trouvez que représente un défi ou un instrument très efficace pour faire face à cette campagne de blackout, si je peux dire, hein, Jusqu'à un moment, ben, ils sont en train de sous-estimer euh, les musulmans chez eux, qui sont après tout ceux qui sont visés ouais. et qui sont très bien éduqués, très bien financés, et très financés parce qu'ils travaillent très fort, ils font Ouais. partie de la bourgeoisie et de la moyenne classe américaine, et qu'ils ont les capacités de réagir d'une façon intelligente, qui sont en train de le faire. Et ils ont exigé que maintenant le média a été plus ou moins coincé à leur hypocrisie, à cause de tout ça. Ça se voit. Et Wow. c'est une réalisation qui est en train de se faire actuelle. Bien sûr, il y a toujours ceux qui sont préjugés, qui seront toujours préjugés. Mais il y a une assez grande population aux États-Unis qui est au moyen, qui ne sont pas vraiment convaincus d'une façon ou l'autre. Mais alors ça devient très logique de ce que c'est le message actuel d'une minorité musulmane américaine. Ouais. Est-ce que vous trouvez que, ou à quel point vous estimez que les médias francophones ou les médias arabes francophones ne jettent pas toujours la lumière sur les musulmans qui représentent des éléments constructifs pour la société occidentale? Est-ce que vous trouvez que les médias égyptiens ou arabes néglige un peu de rappeler de rappeler les Occidentaux, notamment par exemple les Français, que les Arabes sont enterrés en luttant pour la France et pour la société française, et en luttant pour la liberté contre les nazis durant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, je pense qu'après tout, il faut regarder aussi la situation après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu les révoltes. La France, bien sûr, a eu une situation qu'elle était face à face à une révolte musulmane en Algérie contre leur position coloniale en Algérie. Ouais, Alors, ils ont une certaine expérience là-dessus. Bien sûr, l'Italie aussi, dans un certain sens, en Libye. Et les autres pays qui ont été au Moyen-Orient comme force, comme des États coloniaux à cette ouais. époque. Alors oui, il y a une certaine, pas préjugé, mais une certaine expérience là-dessus. Mais je pense que aujourd'hui, il y a plutôt des sociétés beaucoup plus internationales actuellement qu'il y avait jadis, qu'il y avait avant. C'est différent. La situation est très différente aujourd'hui. Et je trouve que vraiment les médias sont un peu derrière l'histoire dans tout ça. Oui, en ce qui concerne les médias qui se trouvent derrière l'histoire, ces dernières 24 heures, Mhm. on essaye de former une nouvelle histoire. C'est à Copenhague, par Oui. exemple, les grands journaux francophones, c'est une reproduction de Charlie Hebdo parce que c'est un attaque terroriste, qualifiée de terroriste. Mais c'est toujours, nous trouvons que les attaques auxquelles sont exposés les Égyptiens ces derniers mois, on trouve que ce sont des attaques islamistes ou djihadistes, mais on ne dit pas que ce sont des attaques terroristes. C'est toujours cette logique de critères de mesure, ou c'est toujours cette logique comment créer l'islamophobie, ou comment donner ou alimenter l'islamophobie au sein de l'Europe, au sein des États-Unis. Par conséquent, on trouve que la concrétisation de telles idées, c'est le meurtre par sang-froid, ou avec sang-froid, deux, trois musulmans au sein des États-Unis. Mais c'est une vieille histoire, c'est pas nouveau. C'est seulement que c'est devenu beaucoup plus sous la concentration des peuplades beaucoup plus éduquées d'aujourd'hui. Mais ça vraiment, ça commence après la Deuxième Guerre mondiale. Comment justifier le vol énorme du peuple palestinien de leur terre par une minorité juive qui est devenue israélien, qui après tout ne sont pas du Moyen-Orient, qui ne viennent pas qui sont plutôt des réfugiés de l'Europe. Mm. Alors il faut trouver une façon de mettre que tous les musulmans sont des barbares pour beaucoup mieux prendre leurs terres, leurs ressources, à bon marché, etc. Alors c'est pas nouveau tout ça. Ouais.
Et aussi, je dois dire vraiment que les régimes du monde arabe n'ont pas vraiment bien réagi à cette situation aussi, hein. Oui, Donc, permettez-moi de médiatique. prendre ce contact. Nous avons actuellement en ligne de notre international Monsieur Khalid Hamdi, ou docteur Khalid Hamdi, professeur de droit international. Bonjour, bonsoir Monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez suivi, vous avez suivi l'émission. Oui, oui, oui. Oui, et donc nous venons de parler de deux sujets principaux. Premièrement, l'enlèvement de 21 Égyptiens en Libye. Deuxièmement, c'est l'islamophobie qui gagne plus de terrain ces jours-ci en Europe. Ma première question, c'est comment vous avez suivi la performance de l'État égyptien dans le traitement de cette crise, dans l'enlèvement de 21 Égyptiens en Libye. Bon, je ne vous écoute pas très bien, mais après ce que j'ai compris, dès le début, il fallait quand même répatrier les Égyptiens sur le territoire libyen. Il ne fallait pas qu'ils restent là-bas. Je trouve que depuis qu'il y a eu des problèmes sur terre, il fallait qu'on ordonne aux Égyptiens de quitter le pays, le territoire libyen. Ouais. Et mais maintenant, on est coincé, les gens insistent à rester, ils pensent qu'ils seront épargnés, ce qui n'est pas le cas. On sait très bien, on voit très bien qu'il y a des tribus là-bas, que tout le monde n'est pas d'accord, et la guerre civile presque. Alors il fallait dès le début, plus tôt que maintenant, répatrier les Égyptiens. Oui, en tant qu'un professeur spécialiste dans le droit international, la Libye actuellement se trouve dans un état de chaos. On ne peut pas dire qu'il y a un État et les citoyens égyptiens qui se trouvent en Libye sont toujours menacés. Est-ce que d'après la loi internationale ou le droit international, c'est permis pour l'Égypte d'intervenir militairement ou d'intervenir pour sauvegarder ou sécuriser ses citoyens? Oui, on peut intervenir, mais après l'accord du Conseil de sécurité, ce n'est pas nécessairement sûr. Il faut déposer la demande devant Ouais. le Conseil de sécurité qui va étudier l'affaire, mais d'une manière ou d'une autre, il faut d'une manière le plus rapide possible que les Égyptiens là-bas reviennent chez eux. Et Ouais. empêcher les autres. Ça s'est arrivé il y a 2 jours presque, mais il fallait que ça soit plus tôt que maintenant. Ouais. Ma deuxième question, c'est comment vous avez suivi le meurtre de 3 musulmans aux États-Unis ces derniers jours? Bon, c'est une affaire du racisme, ça peut arriver partout, hein. Tout le monde peut subir de ça, ici ou là, hein. Mais malheureusement, il y a eu 3 victimes d'une seule famille, mais on sait très bien qu'aux États-Unis, ça arrive, tout le monde est armé, le port d'armes est facile aux États-Unis. Ouais. Et alors, tu peux tomber sur des gens qui sont un peu fous, quand même. Ouais. Voilà. Ouais. Docteur Khaled Hamdi, professeur de droit international, je veux vous remercier infiniment pour cette intervention téléphonique. Et nous poursuivons, chers téléspectateurs, notre discussion avec Monsieur Mahmoud Sabet, historien et analyste politique. Monsieur Mahmoud Sabet, nous venons de parler de l'islamophobie et comment présenter une image de l'islam qui fait peur. Ma question est comment nous pouvons, en tant que des Arabes, en tant que des musulmans, nous pouvons présenter une vraie image de l'islam? Vraiment de trouver, de présenter la situation telle qu'elle est. Par exemple, l'Ouest, plutôt les individus normaux aux États-Unis, ne savent pas, par exemple, qu'il n'y a que vraiment 2 pays qui sont gérés par la loi charia. Ils pensent, ils sont sous l'impression que tout le monde arabe est géré par le charia. Et qui n'est pas vrai. L'Égypte, après tout, c'est la loi du Code Napoléon. Et la plupart des pays musulmans sont plus... sauf dans, bien sûr, dans Je le crois cas... que c'est un amalgame entre la charia, c'est Oui, la loi. oui, par exemple. À l'occasion, nous devons poser cette question à Monsieur Khaled, mais je crois que la loi de Napoléon plutôt Napoléon, quand il a pu arriver ici en Égypte, a pu prendre beaucoup d'articles
Oui. Et la transmettre ou les transmet à la France. Et par conséquent, il a pu faire la loi de Oui, Napoléon. absolument. Mais l'Égypte a adopté le Code de Napoléon en 1876-77 pour cette raison que c'était plutôt une loi de base laïque et aussi inspirée par l'expérience de Napoléon en Égypte dans certaines choses, par exemple les lois personnelles, les lois d'héritage. Alors certains détails. Et bien sûr, l'Égypte gère toujours leurs relations personnelles sous charia, ça veut dire mariage, divorce, héritage, c'est toujours charia. Mais la plupart du monde arabe n'est pas géré par les lois du charia. Sont gérés par des lois modernes. Sauf peut-être l'Arabie saoudite et peut-être même le Soudan. À part ça, non. Ouais, Hein. ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement inconnu. L'impression de l'Ouest des États-Unis, du citoyen normal, c'est que tout le monde est géré par ces anciennes lois du Moyen-Âge, ce qui n'est pas vrai. Ouais. Alors ça, c'est plutôt d'adresser la situation de la plus grande base. Je dois encore rajouter une chose très importante. La législation islamique ou la charia islamique est toujours convenable aux différents temps. En tout cas, Monsieur Mahmoud Sabet, historien et analyste politique, je vais vous remercier infiniment. On n'a plus de temps, c'est pourquoi je vais vous remercier infiniment une autre fois. Et avant de vous quitter, chers téléspectateurs, permettez-moi de vous poser cette question qui alimente l'islamophobie en Occident, que ce soit aux États-Unis ou même en Europe, et qui sont les grands gagnants. Je crois que vous avez eu la réponse, n'est-ce pas, monsieur? Oui. Donc, bon suivi de nos programmes sur NATV International et au revoir.